Elle a un âge invraisemblable, pour reprendre son expression, mais Dominique Schnapper affiche une incroyable vivacité d'esprit, une clarté d'expression et une grande fermeté de pensée. Élève de Bourdieu, qui lui a appris son métier, cette sociologue s'est rapidement affranchie pour prendre son indépendance. Un esprit libre qui ne supporte pas la tutelle d'un gourou. Et rapidement, elle a donné une inflexion plus politique à son travail pour s'intéresser à la démocratie, avec autour de cette thématique pas moins d'une vingtaine de livres, dont le dernier où elle joue le rôle d'un lanceur d'alerte pour dénoncer les extrémismes qui menacent cette démocratie en revendiquant toujours plus d'égalité et toujours plus de liberté, alors que ces deux principes fondateurs de la République n'ont jamais été aussi sacrés dans les sociétés occidentales, d'où son pessimisme qui incite cette fille de Raymond Aron à croire que la fin des démocraties est, je la cite, une éventualité raisonnable, même si celle qui a été membre du Conseil constitutionnel continue à se battre aujourd'hui pour le projet politique, dit-elle, le plus humain que la modernité a inventé, malgré ses manquements. Un entretien lumineux que propose Philo Décrypte à écouter et méditer avant de lire Les désillusions de la démocratie, qui constitue une réflexion majeure au cœur de l'actualité politique. Il y a un mot-clé dans votre livre, c'est le mot citoyen, que vous définissez comme la conscience d'appartenir à une collectivité historique. Donc pas simplement une langue, ni une terre, ni une religion, encore moins une ethnie, mais concrètement, comment vous définiriez ce que vous appelez cet enracinement qui fait le citoyen? Alors, je suis très contente que vous partiez de cette idée de collectivité historique, parce que je ne suis pas une sociologue très théoricienne, mais il me semble qu'il y a eu un concept que j'ai forgé, auquel je donne une vraie valeur, qui est celui de collectivité historique. Comme vous savez, il y a un grand débat parmi tous les spécialistes de la nation entre une conception ethnique et une conception civique, une définition historique et une définition juridique. Enfin, il y a de grands débats. Et en particulier, il y a cette vieille opposition que Renan et Mommsen ont amenée au niveau théorique en 1870 avec l'annexion de l'Alsace. Est-ce que l'Alsace était germanique par sa langue et par ses mœurs, ou bien était-elle française par sa volonté d'être française? Et on a toujours opposé la nation civique de l'Ouest, basée sur la citoyenneté juridique et politique, et la nation de l'Est. Et mon idée essentielle sur ce sujet, c'est que toute nation est indissolublement l'une et l'autre. C'est-à-dire qu'il y a une définition évidemment juridique et politique du citoyen, mais qu'on est réellement citoyen en s'inscrivant dans une histoire commune. Et c'est cette histoire commune qui forme une collectivité historique qui peut avoir différents caractères, mais qui n'est pas nécessairement soit religieuse, soit linguistique, soit sociale, mais on a partagé une même histoire. Et je prends toujours l'exemple des Afro-Américains qui ne se sentaient pas solidaires de Obama. Ils avaient la même couleur de peau, ils étaient considérés les uns et les autres comme des Afro-Américains, mais ils ne formaient pas la même collectivité historique puisque Obama était le fils d'une blanche et d'un Africain. Et il n'avait pas connu l'histoire particulière des Afro-Américains. Heureusement pour lui, sa femme était une vraie Afro-Américaine et il a été finalement accepté comme Afro-Américain par les Afro-Américains. Mais spontanément, il ne trouvait pas que c'était l'un d'entre eux parce qu'ils ne faisaient pas partie de la même collectivité historique. C'est une question un peu évidente, mais la citoyenneté est forcément attachée à la notion de nation. Jusqu'à présent, elle a toujours été attachée à l'idée de nation. L'histoire ne donne pas d'exemple où il n'y ait pas une société attachée à l'idée de nation. Maintenant, on peut imaginer, et vous savez qu'un grand philosophe comme Habermas ne cesse de théoriser sur l'idée qu'on peut distinguer la nation ou la nationalité ou l'héritage national de la citoyenneté, et il le fait à partir de l'Europe.
Il dit « on est un national italien, allemand ou français, mais on est citoyen de l'Europe et c'est ce qu'il faut construire ». Moi, j'ai beaucoup de doutes sur la possibilité de construire une citoyenneté politique et juridique donnant des droits qui ne soit pas appuyée sur le sentiment de former en même temps une collectivité. Et ce sentiment prend sa source dans une histoire commune, une histoire réelle ou une histoire adoptée, peu importe, mais le sentiment de vivre une histoire commune. Dans l'histoire, il n'y a pas d'exemple inverse. Pour l'instant, il n'y en a pas eu. Les hommes peuvent imaginer peut-être d'autres façons de construire la manière de vivre ensemble, mais les empires se construisent sur l'inégalité des différents groupes rassemblés dans l'empire. La citoyenneté a toujours été, jusqu'à présent dans l'histoire, liée à une nation particulière. Alors quand on parle de nation, on pense tout de suite à sa dérive, le nationalisme, et notamment au risque que ce nationalisme, comme disait François Mitterrand, peut conduire à la guerre. Oui, bien sûr, la nation peut toujours se transformer en nationalisme, c'est-à-dire en affirmation de la supériorité de sa propre nation et sa volonté de l'imposer contre la volonté des autres. Mais les deux, pourtant, ne sont pas la même chose. Et d'autre part, dire que le nationalisme conduit à la guerre, oui, mais tout conduit à la guerre. Quand le principe de l'organisation des entités politiques était la religion, on faisait des guerres religieuses. Quand le principe de constitution des entités politiques est national, on fait des guerres nationales. Et quand c'est les empires qui se font la guerre. Donc le nationalisme, critiquable en tant que tel, n'est pas la seule source des guerres qui ont toujours déchiré l'humanité. Vous voulez dire que toutes les guerres trouvent des bons prétextes? Il y a toujours des raisons. Pourquoi est-ce qu'on a inventé la laïcité? C'est pour éviter les guerres religieuses. Bon, ben on a fait des guerres nationales. Et on ne connaît pas de principe selon lequel les hommes regroupés en entités politiques ne seraient pas en rivalité, en conflit et donc parfois en guerre. Alors toujours pour définir et cadrer un peu les mots essentiels, ce mot démocratie, quand on regarde son étymologie, c'est le pouvoir au peuple, ou c'est un peu simpliste de présenter la démocratie comme le pouvoir au peuple. C'est la proclamation que la légitimité du pouvoir vient de l'ensemble des citoyens. Ce qui veut dire que c'est le dernier juge, mais ça ne veut pas dire qu'il exerce directement le pouvoir. Il y a la démocratie directe dont on rêve, c'est celle d'Athènes, qui comprenait 25 000 personnes et qui pouvait directement gérer les affaires communes en ayant évacué une série de catégories qui faisait que ceux qui participaient à la démocratie directe, ce n'était pas tout le peuple, c'était une partie des individus de la collectivité qui s'était attribué le rôle de la légitimité politique. Une démocratie réservée aux élites alors? Une démocratie réservée aux hommes adultes et disposant de certains moyens financiers. Et donc qui excluait les esclaves, les femmes, les jeunes et ceux qui n'étaient pas nés à Athènes. Ce qui faisait beaucoup de gens parmi les gens qui vivaient à Athènes. Mais enfin, c'était ce qu'on appelle traditionnellement une démocratie directe. Au XVIIIe siècle, quand on a commencé à penser l'idée démocratique, Rousseau, Montesquieu ne pensaient pas que la démocratie qu'ils assimilaient à celle d'Athènes pourrait permettre de gouverner les grandes unités nationales qui s'étaient constituées en Europe. Et le principe qui a permis l'exercice de la citoyenneté, ça a été le principe de la représentation. C'est-à-dire qu'il a été établi que le peuple, c'est-à-dire l'ensemble des citoyens, disposant de la légitimité politique, déléguait, pour prendre le terme de l'époque, déléguait ce pouvoir à un certain nombre de gens qu'il choisissait parmi les meilleurs. C'est une utopie, comme il y a toujours des utopies pour organiser la vie des hommes. Est-ce qu'au fond, l'origine grecque de la démocratie ne trahit pas que cette démocratie est non pas réservée à une élite, mais exige un effort des citoyens pour être à la hauteur de l'enjeu? Ça suppose que les citoyens soient suffisamment éclairés pour comprendre quels sont les intérêts collectifs. Cela suppose qu'ils ne soient pas uniquement mus par leur intérêt personnel et immédiat, mais que cet intérêt tout à fait légitime, personnel et immédiat, puisse, dans certaines circonstances, être transcendé par un projet commun. Et il y a une crise de la démocratie quand à aucun moment les citoyens ne pensent au-delà de leur intérêt personnel, individuel et immédiat, et qu'ils acceptent un certain nombre des contraintes qui sont nécessaires pour vivre ensemble et faire fonctionner la démocratie. Je me souviens d'une déclaration d'un représentant du Parti communiste dans les années 80-90, disant à quoi peut servir la démocratie quand on gagne le SMIC, qu'on vit dans un HLM et que sa seule distraction c'est la télévision. Ça veut dire que
Pour pouvoir profiter d'une démocratie, est-ce qu'il faut un certain niveau de vie, un certain niveau culturel, ou est-ce que c'est une analyse un peu courte? C'est une analyse courte, mais qui touche un vrai problème. C'est-à-dire qu'en deçà de certaines conditions sociales, il est vrai que la pratique de la démocratie reste illusoire. Elle n'est pas totalement illusoire, parce que, quelles que soient ces conditions sociales, on dispose des droits civils, des droits juridiques et des droits politiques. Et ça, c'est la critique qui s'est développée pendant tout le 19e et le 20e siècle par les différents mouvements socialistes. Mais il ne faut pas opposer ces libertés formelles et libertés réelles. Les libertés formelles, ça veut dire civiles, juridiques et politiques. Les libertés réelles, ça veut dire les conditions de vie. Malgré tout, les libertés formelles sont la condition des libertés réelles. Elles ne sont pas toujours suffisantes, mais elles sont absolument nécessaires. Et il ne faudrait pas qu'au nom des libertés réelles, on remette en question les libertés formelles, qui sont des conditions absolument nécessaires de la pratique démocratique. Est-ce que ça explique éventuellement que les démocraties sont souvent implantées dans des pays développés, alors que dans les pays du Sud global, la démocratie est totalement absente? La démocratie est favorisée par le fait qu'il existe ce qu'on appelait autrefois les catégories moyennes ou la classe bourgeoise, c'est-à-dire qu'ils ne soient ni les héritiers des aristocrates des générations précédentes, et qu'ils aient une certaine conscience et une certaine capacité pour faire fonctionner les institutions de la démocratie. Et toute la source de l'État-providence repose sur la réponse à cette critique, c'est-à-dire qu'en fonction de l'idée que chacun est également citoyen, on arrive à l'idée que chaque citoyen doit être respecté dans sa dignité, puisqu'il participe à la légitimité politique, donc qu'il doit avoir des conditions de vie sans doute inégales entre eux, mais qui soient assez décentes pour lui permettre d'exercer ses droits du citoyen. C'est quand même l'idée qui est au fondement de l'État-providence, c'est-à-dire qu'une redistribution des richesses qui donne à chacun le moyen de mener une vie décente, ce qui permet la pratique démocratique. Est-ce que aussi ça veut dire que ces démocraties exigent une certaine harmonie parmi les citoyens, avec, si possible, pas trop de différences culturelles, et au moins l'adhésion à quelques principes communs? Oui, il faut un minimum de solidarité entre, en particulier, l'État-providence, qui consiste à prendre aux uns pour donner aux autres au nom de la justice sociale. Pour qu'elle soit acceptée par l'ensemble de la société, il faut qu'il y ait ce sentiment de solidarité qui permette aux plus aisés de trouver juste, de contribuer à soutenir ceux dont on juge qu'ils doivent être aidés. Et donc il faut un minimum de solidarité qui naît de ce dont nous avions parlé au début, c'est-à-dire cette idée qu'on fait partie d'une collectivité historique qui nous donne une certaine solidarité les uns avec les autres, parce que nous partageons cette histoire et une histoire que nous voulons continuer. Est-ce que le préalable à toute vie démocratique, c'est une élection? C'est une condition nécessaire, elle n'est pas suffisante. Elle est nécessaire parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de choisir ceux qui vont effectivement gouverner. Il n'y a pas d'autre moyen conforme à l'idée démocratique que l'élection. Mais il faut que l'élection, d'abord, soit considérée comme juste, vraie, et il faut qu'une fois élus, les citoyens respectent ceux qu'ils ont élus. C'est-à-dire qu'ils doivent respecter les décisions que prennent les élus. J'ai vu récemment un article dans Le Monde disant qu'il y avait eu l'année dernière 4 milliards de personnes qui avaient voté dans le monde pour 74 élections et que 60% de ces élections étaient contestées. Est-ce que ce n'est pas un signe... C'est exactement ce que j'avais formulé un peu plus abstraitement. C'est la seule méthode qui soit conforme à l'idée démocratique que l'élection. Il y a l'autre qui est le tirage au sort. Mais le tirage au sort ne permet pas d'avoir des gens capables de gouverner. C'est bizarre ce tirage au sort, parce que c'est assez à la mode. Comme le principe de l'élection est remis en question, on dit qu'il faudrait faire du tirage au sort. Et Montesquieu disait d'ailleurs que le tirage au sort, c'est ce qu'on fait de plus démocratique, c'est-à-dire où tout le monde est mis sur le même plan. Bernard Manin, un de mes collègues, a écrit un très beau livre là-dessus sur le gouvernement représentatif en disant qu'il y a une dimension démocratique par l'élection, mais qu'il y a en même temps une dimension aristocratique, puisque l'idée est de choisir des gens qui sont plus capables de gouverner par leur goût, par leur âge, par leurs compétences. Et donc il y a une dimension que le tirage au sort ne respecte pas.
Mais la contestation systématique des modalités de l'élection et du résultat des élections remet en question un principe absolument fondamental de la démocratie. Et c'est pourquoi, aux États-Unis, le soi-disant vol de l'élection de 2020 par Trump est un signe extrêmement inquiétant sur la démocratie américaine. Parce que ne pas respecter une élection que tous les tribunaux ont jugée correcte remet en question un principe fondamental du fonctionnement. D'ailleurs, ça a été un traumatisme pour beaucoup de démocrates. À juste titre. Vous privilégiez bien entendu la démocratie représentative. Jusqu'à présent, on n'en connaît pas d'autres. Je pense qu'il faut quand même tirer les leçons des expériences historiques. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'autre système démocratique que celui de la République représentative qui ait jamais marché dans l'histoire. Et donc, on ne peut pas négliger l'apport de l'expérience historique au nom de théories qui n'ont pas été testées dans l'histoire humaine. Alors, cette démocratie représentative peut avoir aussi des fragilités. D'ailleurs, la première, c'est que parfois, elles ont mis au pouvoir des véritables dictateurs. Elles sont fragiles. Elles se caractérisent même par leur fragilité. Elles peuvent se tromper. Elles ont voté pour Hitler en 1933. Elles ont voté pour Donald Trump en 2024. Et pour Poutine aussi, on peut dire. Non, on peut le sortir de la démocratie parce que c'était un vote tellement peu libre. Les premières élections qui ont amené Poutine au pouvoir, c'était relativement libre. Je ne crois pas, honnêtement, parce que je pense qu'il y a tout un apprentissage. Or, je ne pense pas que cet apprentissage avait été fait par le peuple russe. Dans les modalités, dans les débats, il y a tout un apprentissage des institutions démocratiques autour de l'élection qui n'a jamais été faite en Russie, qui n'a jamais connu la démocratie, puisqu'elle avait commencé à se démocratiser dans les dernières années du régime tsariste pour tomber dans le léninisme. Et donc, il n'y a jamais eu d'apprentissage du peuple russe de savoir ce que c'était que des élections libres et honnêtes. Donc, je ne prendrai pas l'exemple de Poutine. Mais enfin, dans le cas des vieilles démocraties, comme les démocraties européennes et américaines, on voit bien que le déroulement des élections ne suffit pas pour garantir le choix de bons gouvernants. Mais parfois, le peuple peut avoir des difficultés à faire passer l'intérêt général avant ses intérêts personnels. Le peuple et les gouvernants, les uns et les autres. Les gouvernants dans les démocraties sont tout de même menés par l'idée qu'il faut être réélu. Et vouloir être réélu, ce qui fait partie de la logique de la démocratie, ne conduit pas nécessairement, pour le dire en termes modérés, à prendre des dispositions impopulaires mais nécessaires. Et donc toutes sortes de décisions absolument nécessaires sont très difficiles à prendre par les gouvernants. Quant aux gouvernés, eh bien, ils se préoccupent de leur vie personnelle, ce que nous faisons tous. Et c'est normal de se préoccuper de sa vie personnelle, à condition que dans certains moments, tout de même, on arrive à transcender un peu l'immédiat par le projet commun et qu'on puisse accepter que son intérêt personnel n'est pas dans telle ou telle décision, mais qu'il est néanmoins nécessaire de prendre cette décision dans l'intérêt collectif. Si à aucun moment, ni les gouvernants ni les gouvernés ne pensent jamais en termes de l'intérêt collectif, la démocratie est fragilisée. C'est quand même très difficile pour un homme politique qui veut être élu ou qui est élu de proposer au peuple des décisions du style il faut payer plus d'impôts ou il faut travailler plus vieux. Et pourtant, il y a des situations où effectivement il faudrait travailler plus vieux et payer plus d'impôts. C'est tout le problème d'une démocratie où les gouvernants, même s'ils pensent juste, doivent faire accepter des décisions impopulaires par les citoyens. Au risque de ne pas être élu. Et prendre le risque de ne pas être élu. Il y a toujours l'exemple qu'on cite de M. Schröder en Allemagne, qui a pris des décisions impopulaires qui ont été excellentes pour l'économie allemande, mais qui n'a pas été réélu. Et rappelez-vous, Churchill, après la guerre, après avoir sauvé l'Angleterre, n'a pas été réélu comme Premier ministre en Angleterre parce qu'il était lié à une période extrêmement difficile. Alors vous soulignez dans votre livre la responsabilité des élites dans cette fragilisation de la démocratie. Notamment, vous parlez des élites politiques, mais aussi intellectuelles, universitaires notamment, médiatiques, etc. Alors, qu'est-ce que vous leur reprochez à ces élites, au fond ? Je ne leur reproche rien, j'essaye de comprendre et d'analyser. S'agissant des élites politiques, nous venons d'en parler. Il faut être populaire. Quand il faut être populaire, il est difficile de prendre des décisions impopulaires, mais nécessaires. Je reproche plus aux intellectuels au sens large, comprenant aussi bien
les universitaires que les journalistes de vouloir aussi plaire alors qu'ils auraient la liberté de penser aussi juste et de penser la réalité telle qu'elle est, même quand elle est désagréable, même quand elle implique des efforts. Et je pense que c'est à eux de poursuivre la vérité. Après tout, ni les universitaires, ni les journalistes ne dépendent du vote des citoyens. Cela dit, il y a une pression du milieu qui ne conduit pas toujours à la recherche de la vérité. Est-ce qu'il y a un conformisme, c'est-à-dire une incapacité à penser en dehors de la tendance? Oui, oui, je pense qu'il y a un esprit du temps qui empêche de penser à un certain nombre de problèmes. Tout ça n'est pas aidé par les réseaux sociaux où on peut tout dire sans réflexion. Et que la démocratie repose sur l'idée d'un débat argumenté et rationnel entre des gens qui ne partagent pas les mêmes idées. C'est ça la liberté. Et c'est à la fois normal et souhaitable. Parce que sinon c'est la tyrannie, si tout le monde pense de la même façon. Donc la liberté de penser, la liberté d'expression est absolument essentielle, mais elle doit pouvoir s'exprimer dans un ordre rationnel et respectueux les uns des Est-ce que autres. ce n'est pas au fond la base de la démocratie de canaliser la violence à travers le débat? Bien sûr, c'est de remplacer la violence par des mots. Quand on remplace les mots par la violence, on trahit l'esprit démocratique. L'esprit démocratique, c'est l'idée, comme le disait Voltaire, je ne pense pas comme toi, mais je suis prêt à tout pour que tu aies la possibilité d'exprimer ce que tu penses. Et à partir du moment où je ne te laisse pas l'exprimer, on sort de la démocratie, c'est clair. Or, je ne suis pas sûre qu'en ce moment, aidé par les réseaux sociaux, le débat rationnel soit ce qui domine ni le monde académique, ni le monde des médias. Et c'est une des fragilités de la démocratie. Et c'est ce qui me paraît être un danger pour la démocratie, c'est ce sentiment qu'il n'existe plus rien qui puisse s'appeler la vérité. C'est-à-dire que la relativisation absolue de toutes les opinions dans la vie commune me paraît grave, puisqu'elle remet en question cette idée de la vérité qui est au fondement de la possibilité d'un débat rationnel entre les personnes. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de courage? On ne peut pas demander à tous les êtres humains d'être des héros, ils ne le sont pas. Et ce serait excessif de leur demander. Mais en même temps, dans les démocraties actuelles, en tout cas dans celle dans laquelle nous vivons, nous ne risquons pas grand-chose à penser aussi juste que possible. Nous risquons juste d'être déclarés fascistes alors que nous sommes de bons républicains. Peut-être aussi un problème de niveau culturel, sachant que les gens s'informent sur Internet ou sur les réseaux sociaux et qu'il n'y a peut-être pas la même solidité des formations, de la culture qu'il y a quelques décennies. J'aimerais penser comme vous, puisque ça voudrait dire que quand on est cultivé, on est plus à la recherche de la vérité et des arguments rationnels. Mais l'expérience montre qu'il ne suffit pas d'avoir passé des diplômes pour être respectueux des autres et pour présenter des arguments rationnels. Donc j'ai peur que ce soit une tendance qui dépasse ces évolutions du mode d'échange. Cela dit, ce n'est pas aidé certainement par la fausse liberté que donnent les réseaux sociaux ou l'absence totale de contrôle qui s'impose malgré tout à l'université et dans les médias traditionnels ne s'oppose pas du tout dans les réseaux sociaux, dans lesquels les lois de contrôle de la liberté d'expression ne s'appliquent pas. Et quand on y pense, c'est tout de même hallucinant que dans un journal, vous êtes obligé de respecter un certain nombre de règles, et dans la vie publique, dans la vie politique, dans les combats électoraux, et que sur les réseaux sociaux, vous ne respectez aucune. Quelle est la solution? Je crois qu'il faut un contrôle des réseaux sociaux. Et de même qu'on n'a pas le droit d'injurier, d'appeler à la haine, d'appeler à tuer son voisin dans la vie publique. Ne pas avoir le droit non plus de le faire sur les réseaux sociaux. Mais je ne suis pas assez compétente pour savoir dans quelle mesure c'est possible. Il y a un certain nombre d'élus au niveau européen qui sont très partisans de transformer les grands acteurs de l'Internet en éditeurs. Oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. A une responsabilité. Lorsqu'il y a un problème juridique ou judiciaire dans l'édition d'un livre ou d'un journal, l'éditeur est le premier responsable et l'auteur est complice. Ce qui est d'ailleurs assez significatif de la responsabilité première de l'éditeur. Est-ce que vous seriez partisan d'appliquer cette règle sur Internet qui obligerait les plateformes
à devenir des vrais éditeurs, c'est-à-dire à prendre conscience de leurs responsabilités? L'expérience montre que quand il n'y a ni contrôle ni responsabilité, les êtres humains se conduisent mal. Donc il faut faire intervenir une responsabilité de ceux qui diffusent. Il faut faire intervenir un certain nombre de contrôles sur ce qui est produit par les réseaux sociaux. L'anonymat, l'absence de contrôle, l'absence de législation, tout ça produit des conséquences dramatiques. On a rêvé au début de l'Internet que c'était enfin la démocratie pure, chacun pouvait s'exprimer, on allait construire naturellement la véritable démocratie où tout le monde pouvait également s'exprimer. Et on a constaté que cette absence de contrôle, d'organisation et de représentation a conduit à la situation que nous connaissons. Bon, il faut en tirer les conséquences. Alors il y a aussi le problème de l'argent qui souvent pervertit un certain nombre de systèmes, et notamment la démocratie. Cette phrase qui est attribuée à certains penseurs marxistes, c'est « la démocratie est une ruse du capitalisme ». Est-ce que vous pensez que ça a un sens? Et est-ce que ça veut dire qu'au fond, la vraie, entre guillemets, gauche ne croit pas en la démocratie? Et en tous les cas, ne se fait pas d'illusions dans une démocratie qui existe dans un système capitaliste où l'argent a quand même une place importante. La gauche a toujours été divisée entre celle extrémiste et dit qu'il faut casser le système. On ne sait pas très bien par quoi il faut le remplacer, parce que l'exemple de ce qui s'est passé dans le monde communiste n'est pas très encourageant. Et puis la gauche républicaine ou social-démocrate, c'est-à-dire l'idée que la modernité industrielle a accru l'émancipation et la richesse des peuples comme jamais auparavant, mais il faut la canaliser, la contrôler et l'organiser pour qu'elle ne se fasse pas aux dépens des plus faibles, qui est l'idée de base de la social-démocratie, qui me paraît la seule bonne idée dont nous disposions pour organiser les sociétés humaines, c'est-à-dire des sociétés avec de l'innovation, de la production, de l'invention, de l'enrichissement, mais en même temps de ne pas laisser ça à un capitalisme non contrôlé comme les grands capitalistes américains de la fin du 19e ou les GAMAM actuellement. Il faut contrôler de façon à ce que ça ne se fasse pas aux dépens des plus faibles. Et cette gauche-là me paraît avoir d'une certaine façon gagné intellectuellement, c'est-à-dire une gauche qui garde la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre et qui fait une redistribution des ressources au nom d'une certaine justice sociale. C'est la seule idée dont nous disposions, acceptable et qui était justifiée par l'expérience historique. Les deux piliers, au fond, de cette démocratie, vous insistez beaucoup là-dessus dans votre livre, c'est à la fois l'égalité et à la fois la liberté. Et vous insistez aussi beaucoup sur le danger d'extrémiser ces deux principes sacrés et fondamentaux dans toute démocratie. Alors d'ailleurs, vous dites que l'égalité est une utopie. Oui, oui, bien sûr, les êtres humains sont tous différents. Et dans les sociétés démocratiques, toute différence est perçue comme une inégalité. Les différences d'origine, les différences de sexe, les différences d'âge, les différences de compétences font une société humaine, c'est-à-dire où chacun a ses caractéristiques. Et donc, par définition, on peut assurer à peu près l'égalité civile, juridique et politique. En revanche, l'égalité de conditions sociales est par définition impossible à appliquer. Donc elle est un idéal, elle est un horizon, elle est une idée régulatrice, on peut l'invoquer, mais on ne peut pas la réaliser. Et c'est une des fragilités essentielles de la démocratie, parce que la démocratie déçoit tout le monde. Elle proclame la liberté et l'égalité, or certains sont plus égaux que d'autres, et la liberté de chacun est limitée par ses conditions sociales d'existence, par définition, et par la liberté des autres, et par les contraintes de toute vie collective. Donc la démocratie est utopique, et elle ne peut que nourrir la déception. En tête de votre livre, vous avez cette phrase de Tocqueville qui dit que plus la démocratie avance et développe l'égalité, plus la revendication de l'égalité est forte. Parce que c'est une utopie qui ne peut jamais être réalisée. Alors elle est très importante parce qu'elle donne un principe de vie et un principe d'action du collectif, mais en elle-même, elle ne peut pas être atteinte. Et elle nourrit constamment une critique interne de la démocratie, puisque effectivement, elle n'est pas assez libre, elle n'est pas assez égale. Et d'autre part, si elle est trop libre et trop égale, elle cesse d'être démocratique. Parce qu'une égalité parfaite, c'est pas dangereux au sens où l'inégalité peut être
un stimulant sur le plan social et personnel. C'est surtout une donnée de fond. Je veux dire, on ne sait pas ce que voudrait dire une égalité parfaite. On demande à chacun d'être soi-même, c'est-à-dire d'être absolument différent de tous les autres. Donc il faut prendre ça comme une donnée. On ne peut pas penser une égalité parfaite, il faut penser la manière dont l'égalité civile, juridique et politique permet de transcender au moins partiellement toutes les différences entre les êtres humains qui sont pensées dans nos sociétés de l'égalité comme des inégalités. À partir du moment où toutes les différences sont des inégalités, il faut penser la manière dont ces inégalités sont contrôlées, canalisées par l'égalité formelle, c'est-à-dire civile, juridique et politique. Alors vous soulignez aussi dans votre livre un phénomène qui est assez lié à cette observation, c'est la victimisation d'un certain nombre de minorités ou de gens qui s'estiment défavorisés et qui construit un discours souvent à la limite de la contestation démocratique. Oui, parce qu'au nom de l'utopie démocratique, de l'égalité, chacun peut se vivre comme dominé ou victime, mais se concentrer uniquement sur les limites, les défauts, les dévoiements, et ne pas voir que la société est caractérisée par la plus grande égalité qu'on ait connue, empêche de voir l'essentiel. Les femmes sont de plus en plus égales aux hommes et le mouvement féministe de plus en plus radical oublie de voir simplement que dans aucune société connue, les femmes n'ont été aussi égales que dans notre société. Tocqueville encore alors. Tocqueville encore, il a tout dit, vous savez. Propre du génie, quand on pense que c'est il y a bientôt 200 ans. Un constat que vous faites, et vous êtes une des rares sociologues à citer cette étude de l'INSEE sur les inégalités, j'ai appelé ça 13-7-3, c'est-à-dire le décrescendo des inégalités quand on tient compte de tous les paramètres. Est-ce que vous pouvez développer un peu cette idée? C'est la mesure de l'effet de la redistribution. C'est la mesure chiffrée du fait que le système de l'État-providence est vraiment celui qui est le plus égalitaire qu'on ait jamais connu. Donc, pour le détailler, c'est 10% des revenus les plus élevés et 10% des revenus les plus bas, l'écart est de 1 à 13. Et ensuite, ça passe à 7 lorsqu'on intègre les aides sociales directes et indirectes. Et les impôts. On arrive à 3. 3 lorsqu'on intègre les services publics. C'est dire l'importance, le passage de 1 à 13 à 1 à 3, l'importance de la redistribution dans nos sociétés. Oui, il y a des inégalités, mais l'ensemble de la politique de l'État-providence les réduit considérablement. Est-ce qu'au fond, ces deux principes sacrés de la démocratie, liberté, égalité, ne sont pas contradictoires? Ils ne sont pas contradictoires, mais ils sont en tension. Mais il est vrai qu'il y a une tension entre l'un et l'autre et qu'il faut à la fois garder la liberté politique et la liberté d'entreprendre d'un côté, et au nom de l'égalité, corriger ce que l'inventivité des premiers risque de créer, c'est-à-dire des inégalités trop fortes. La démocratie ne supporte pas des égalités trop fortes, celles qui remettent en question la dignité des membres de la société. Il faut que la dignité du citoyen soit reconnue, c'est-à-dire qu'il soit dans ces conditions décentes d'existence. Ce qui veut dire quand même que la liberté peut favoriser l'inégalité. Oui, une liberté excessive est contraire à l'égalité. Et il ne faut pas que la liberté soit la liberté d'exploiter son voisin. Vous critiquez de façon assez méthodique le wokisme, et j'ai trouvé que la critique la plus percutante, c'est votre conclusion sur cette tendance à simplifier une réalité qui est au fond complexe. Pourquoi cette simplification? Parce que je pense que le discours intellectuel fait partie du discours social en général et qu'il est imprégné de ce discours social qui est celui, disons, d'une certaine démagogie démocratique. Pour se faire élire, on simplifie. Et on donne à choisir entre deux possibilités alors que la réalité est complexe. Et que les chercheurs, enfin ceux qui veulent essayer de comprendre la complexité de la vie sociale, sont emportés par le mouvement général de simplification qui naît des conditions politiques. Or, quand on simplifie la réalité politique en gauche et droite, ou quand on simplifie les relations sociales entre dominants et dominés,
à l'exclusion de toute espèce d'autres dimensions de la complexité de la vie sociale. Les chercheurs, enfin ceux qui veulent essayer de comprendre en profondeur, trahissent leur métier, parce qu'ils sont là justement pour ne pas céder au discours simplificateur qui est normalement celui du politique qui veut se faire élire. Nous devrions, nous, avoir le discours complexe et ne pas être influencés par ce discours inévitablement simplificateur du monde politique. Et donc, réduire les problèmes sociaux à les dominants-dominés est une façon de réduire la complexité dans la vie sociale, puisque selon les dimensions de la vie sociale, de façon répétée, nous sommes de temps en temps des dominants, de temps en temps des dominés. Si on parle des Juifs, par exemple, dans le monde américain, est-ce que ce sont des dominants, est-ce que c'est des dominés? Ils sont considérés comme des dominants par les Noirs, ils sont en fait victimes de l'antisémitisme, donc dominés par les autres. Enfin, c'est une situation très complexe, mais ça n'est qu'une illustration du fait que, selon les dimensions de la vie sociale, nous sommes favorisés, défavorisés. Donc l'effort de compréhension doit être l'effort de la complexité de la réalité, ce qui n'implique pas de ne pas ensuite faire des choix politiques qui soient des choix clairs, mais qui, dans la compréhension de ce qui se passe, ne doit pas céder à la simplification ambiante à laquelle vous faisiez allusion. Alors on a l'impression quand même que les êtres humains n'aiment pas beaucoup la nuance, donc la complexité, et que notamment quand on s'aperçoit que dans certains pays, comme par exemple la France, la gouvernance est plutôt au centre, se développent des extrêmes qui prennent une importance considérable. Est-ce que c'est pas décourageant de prôner la raison, la nuance, la complexité, de voir que quand elle s'installe, même de façon maladroite dans une démocratie, elle provoque immédiatement la montée des extrêmes? Oui, d'une certaine façon, c'est décourageant, mais ce n'est pas une raison pour ne pas le faire. Au contraire, je pense que c'est une raison pour laquelle il faut tenir le cap et continuer à expliquer que les choses sont plus compliquées, qu'il faut faire des distinctions, qu'il faut tenir compte des conditions, qu'il faut situer dans les conditions historiques, enfin qu'il faut apporter toutes les nuances. Et si on croit à la vie intellectuelle, il faut continuer. Aux extrêmes droites, où on a le culte de l'autorité et de l'identité, est-ce que vous pensez que c'est une solution pour rendre la démocratie plus forte, ou au contraire, ça la fragilise et ça la menace? Il y a une évolution du parti d'extrême droite. Jean-Marie Le Pen, il voulait mettre le chaos. Il avait un côté Mélenchon aujourd'hui, c'est-à-dire il voulait mettre le chaos. Et là, il était très dangereux parce qu'il remettait en question les institutions démocratiques. Sa fille, apparemment, a un autre projet. Elle a celui de gouverner avec des principes et des conceptions qui sont une rupture avec la tradition républicaine. Mais en même temps, elle respecte les institutions de la République. Et à mon avis, elle est plutôt plus dangereuse, parce que ce n'est pas le chaos qu'elle veut mettre, c'est d'arriver au pouvoir. Mais elle peut le provoquer. C'est vrai, mais la politique est assez différente de l'un à l'autre. Mais du coup, elle gagne beaucoup plus que lui. Elle monte beaucoup plus que lui, parce que il me semble que c'est plus habile. Alors, en face, n'a pas la même stratégie. En face, Mélenchon, il a la stratégie du chaos, il a une stratégie léniniste, d'une certaine façon, de tuer avant tout la gauche républicaine. Et surtout, de ne pas croire en la démocratie. Il faut faire la révolution, il le dit. Et le fait de tuer la gauche historique, c'était exactement Lénine et Kerensky. Ce qu'ils ont fait en 17. C'est ça, hein. Les communistes ont bouffé la gauche. Et c'est ce qu'il essaye de faire. Et vous pensez que ça peut arriver en France? Tout peut arriver. Comme nous sommes d'une génération qui a été protégée depuis 1945, qui a vécu dans la prospérité, le progrès matériel et la protection de l'État-providence, nous n'arrivons plus à penser qu'il peut y avoir une guerre, qu'une guerre, c'est des morts, c'est des tortures, c'est des viols, et nous n'arrivons pas à penser que la démocratie peut s'écrouler, mais elle le peut. Vous parlez dans votre livre des religions, et notamment des religions séculières, en disant quels sont les principaux adversaires de toute vie démocratique, c'est-à-dire que des pensées et des options politiques qui vont à l'encontre de la rationalité du débat démocratique. On parlera
de votre père, Raymond Aron, puisque c'est une citation de lui. Oui, c'est lui qui a introduit le concept qu'on critique maintenant beaucoup. Là encore, c'est prémonitoire de dire ça. 44, le texte est de 44. C'est prémonitoire au sens où aujourd'hui, beaucoup de gens qui agitent des théories politiques ou des engagements politiques les vivent comme des religions. Tous les communismes ont été vécus comme ça. Le communisme a eu un côté religieux. Il a remplacé les religions. D'ailleurs, les deux grands pays communistes de l'Europe de l'Ouest, c'était l'Italie et la France, qui étaient les deux grands pays catholiques. Alors, est-ce qu'il ne faut pas mieux des religions, des vraies religions? Oui, vous savez, l'Inquisition, c'était pas... C'était pas terrible, oui. Les guerres existent. Elles sont plus au nom de la religion, elles sont au nom des nations. Et les horreurs ne sont plus au nom de la religion. Elles sont au nom de projets politiques. Mais le phénomène Mélenchon, au lieu que ce soit... le paradis après la mort, c'est le paradis terrestre. Sur le paradis, vous n'avez pas d'argument rationnel. Sur les choix politiques, vous avez des arguments historiques, mais ils ne les entendent pas plus, donc ça revient au même. Oui, d'ailleurs, le principe d'une religion, c'est d'être irrationnel. C'est de sortir de l'ordre de la raison. Ça ne peut pas être démontré par la raison. Dans l'ordre politique, on est dans l'ordre de la raison. Ça devrait pouvoir être démontré par la raison. D'ailleurs, les religieux se méfient de la raison. Ils attendent un acte de foi et d'adhésion. Voilà, c'est une foi qui ne peut pas être démontrée par la raison. Il est peut-être raisonnable de penser que la foi échappe à la raison. Mais quand on est dans l'ordre politique, on est dans l'ordre de la raison. Et donc, les arguments raisonnables que produit l'histoire devraient permettre de ne pas délirer. Or, ça n'empêche pas de délirer de la même façon. On a parlé de votre père, Raymond Aron, et sa défense exemplaire de la démocratie libérale, plus de 40 ans après ses disparitions. Si Raymond Aron revenait sur Terre, quelle serait sa réaction? C'est une façon de vous poser une question sur l'actualité de son combat. Alors, ce qu'il penserait, je ne le sais pas et je ne parle jamais pour lui. Étant donné ce qu'a été son combat, il me semble logique de penser qu'il serait désolé que dans le spectre politique actuel, celui du débat démocratique est vraiment étroit entre les deux extrêmes. Or, ce centre est à la fois divisé, mal organisé, sans volonté claire, mais c'est eux qui tiennent en main l'avenir de la République. Donc vous pensez qu'il serait assez critique sur l'élite politique aujourd'hui qui tient le débat démocratique? J'imagine qu'il verrait des personnages comme Le Pen et Mélenchon, il serait consterné. Peut-être qu'il apprécierait. Dans les deux cas, ce sont d'assez bons démagogues. Hein. Ils ont du talent. Une culture? Madame Le Pen, j'en ai jamais vu beaucoup de traces. Non, je vous parle du père. Ah, Jean-Marie Le Pen, il avait une remarquable maîtrise de la langue française. Pour un fils de pêcheur, tout à fait remarquable. Quant à Mélenchon, son utilisation de sa soi-disant culture est souvent pas ce qu'on pourrait espérer. C'était peut-être un homme de culture, mais il utilise la culture d'une façon scandaleuse. Avec un certain cynisme. Totalement cynique. Mais je pense qu'il était cynique au début, mais qu'il est très difficile de rester complètement cynique. On finit par y croire. Parce que c'est un peu insupportable de ne pas y croire du tout. Et donc je pense que les gens, à force de dire des mensonges, ils finissent toujours par y croire un peu. Ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive, c'est-à-dire penser de choses contradictoires, à long terme est difficile psychologiquement à assumer. Alors vous-même qui avez été une élève de Bourdieu, quelle était votre évolution? Parce que j'imagine que lorsque vous étiez étudiante, vous ne pensiez pas la même chose que ce que vous pensez aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été décisif dans votre évolution intellectuelle et dans votre regard sur la société? Parce que vous vous êtes affranchi, semble-t-il, de la planète Bourdieu. Je me suis affranchie de la planète Bourdieu. J'ai appris beaucoup. J'ai travaillé 5 ans dans le centre de Bourdieu. J'ai beaucoup appris à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez appris? J'ai appris ce que c'était que le métier de sociologue. Je l'ai pratiqué avec lui sur ses conseils et j'ai beaucoup appris. Et de cela, je suis reconnaissante. Ensuite, ce que je n'ai pas supporté, c'est le côté secte. Le chef a raison. C'était vraiment contraire à mon tempérament qui est celui du goût du débat rationnel. Et de la liberté. Et de la liberté d'expression et de l'altérité de l'autre, qui a bien le droit de penser autre chose. Or, le Centre Bourdieu fonctionnait comme une secte autour de son chef. C'était contraire à ma nature. Et ça a été, je pense, très progressif, parce que j'ai commencé pendant toute une période de mes travaux à parler surtout en termes d'identité culturelle, etc. Et je ne suis arrivée finalement à une forme de sociologie politique que tardivement. Une étape très importante a été pour moi la commission de la nationalité en 1987, où je suis sortie des problèmes purement culturels pour aborder le politique et le juridique. Et donc,
ça a été le début d'une orientation beaucoup plus politique de mes travaux sociologiques. Et sur le fond, dans votre analyse de la société, alors qu'est-ce qui a évolué? D'abord, la société a changé. J'ai commencé à travailler il y a 60 ans. Donc, en 60 ans, il y a eu une évolution. Les grands marqueurs de cette évolution, pour vous, c'est quoi? C'est la progressive décomposition de ce qui avait été construit après la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, l'évolution de la société américaine est l'exemple le plus frappant, qui est en train de décomposer tout ce qui a construit le monde qui nous a protégés depuis 1945. Une société plus violente, une société plus exigeante, plus jouisseuse, d'un individualisme plus agressif, où l'irrationalité domine, le mouvement woke, on sort de la rationalité. Donc une espèce de décomposition de ce qui correspond à mon idée de la société libérale ou républicaine, qui aboutit à un délitement. Dernière question. Vous êtes très pessimiste dans votre livre, parce que vous estimez que la démocratie, la fin des démocraties est une éventualité raisonnable. Les démocraties sont réellement condamnées? C'est une éventualité qu'on peut penser et qui n'est pas contraire à ce qu'on observe. Je pense très profondément que c'est une possibilité, que dans quelques siècles, on pensera qu'il y a eu ce moment entre le XVIIIe et le XXIe siècle, dans les pays européens, d'un moment démocratique qui a sombré à la suite de la victoire des empires russes, chinois et américains et du délitement du Sud global. Alors qu'est-ce qui pourrait sauver cette démocratie? Que les citoyens se rendent compte de la chance qu'ils ont et qu'ils aient la volonté de le défendre et de respecter les institutions démocratiques. Il y a un mot que je n'ai pas vu dans votre livre, c'est le mot fraternité, qui est quand même le troisième pilier de la démocratie. Non, ce n'est pas le troisième pilier, ce n'est pas du même ordre. Liberté et égalité ont été proclamées en 89, la fraternité est apparue en 1848, à la suite de la Révolution sociale. Et donc, la liberté et l'égalité sont les deux principes d'organisation. Et la fraternité, c'est ce que j'appelle la solidarité, c'est à la fois la conséquence de cette liberté, de cette égalité, et la condition de la pratique de liberté et égalité. Mais ce n'est pas sur le même plan. Mais c'est quand même un élément clé ou pas? Oui, c'est la solidarité. Hein. C'est le fait de faire une collectivité historique.